Maître Olivier Vasmer, bonjour. Bonjour, Vous êtes plutôt cavalerie ou Royal Navy? je suis et cavalerie et Royal Navy. Vous pouvez nous raconter, parce que vous avez une anecdote amusante par rapport à la Royal Navy. Alors à la Royal Navy, après être allé au recrutement pour l'armée suisse quand j'avais 18 ans, comme tout citoyen suisse, on m'a refusé de la cavalerie, parce que la cavalerie était supprimée en 72. J'ai demandé à rentrer dans le génie sur les vedettes qui sont sur le lac, on me l'a refusé. On m'a plutôt proposé de faire une école de recrue comme pontonnier navigateur, comme soldat de transmission. Et c'était une très grande frustration, parce que mon rêve c'était d'être sur un bateau de guerre. C'est dire que le jour de mes 20 ans, le 13 avril 72, je suis parti à Londres, j'ai rejoint un bureau de la Royal Navy qui recrutait, parce qu'effectivement il y a plusieurs bureaux de la Royal Navy en Angleterre, en m'annonçant comme partant pour servir sur un bateau de guerre. J'y suis resté une demi-journée. Je voyais déjà mon bonheur au bout du chemin d'être sur un gros porte-avions, un gros destroyer qui étaient les navires de l'époque. Et après l'interview que j'ai eue avec le recruteur, il m'a dit écoutez, allez au consulat de Suisse parce qu'on aurait beaucoup de plaisir de vous engager dans la Royal Navy. Mais le gros problème, c'est que vous risquez d'avoir des problèmes avec votre pays. Alors je me suis rendu au consulat de Suisse qui m'ont dit écoutez, on est vraiment désolé, mais vous devriez. Je n'étais pas encore étudiant en droit à l'époque, je n'avais pas fait de droit. Mais voilà, ça viole la Constitution suisse. Et si vous engagez une armée étrangère, malheureusement, quand vous rentrerez en Suisse, ça sera en prison. Alors j'ai renoncé à la Royal Navy. Bon, tout en précisant quand même que j'ai dû visiter 30 bateaux de guerre chaque fois que je vais dans une ville, que ce soit à New York, à San Francisco, à Londres, que ce soit le Belfast, que ce soit l'USS Independence. J'ai visité 30 ou 40 bateaux de guerre toute ma vie parce que c'est toujours mon rêve de servir sur un bateau de guerre. Et voilà, mon armée, j'ai fait quelques mois d'école de recrue dans le génie, mais c'était pas ma vocation du tout. Voilà, vous nous avez parlé de votre passion pour les bateaux de guerre, mais vous êtes venu en fait aujourd'hui nous parler d'avions et d'une histoire avec le Boeing sud-coréen. Vous avez été avocat des parties à Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors voilà, j'ai toujours été fasciné par les bateaux, les chevaux et les avions. Et en fait, à l'époque, dès que j'ai fini mon stage d'avocat, je m'étais fait connaître pour effectuer des séquestres que peu d'avocats faisaient à l'époque et pour mon anticommunisme viscéral surtout. Et on a pensé à moi. En 85, je venais d'ouvrir mon cabinet en me demandant d'être l'avocat des familles des passagers de ce Boeing sud-coréen qui avait été abattu le 1er septembre 1983. C'était vraiment une très lourde tâche parce qu'avec tout l'émotionnel qui était autour de ce dossier, c'était très complexe. On s'attaquait directement à l'Union soviétique. L'Union soviétique, on voit aujourd'hui le contexte avec la Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À l'époque, c'était la période de la guerre froide. On pensait installer des missiles en Angleterre. L'URSS était encore présidée par Tchernyenko, qui était en fin de vie parce qu'il était gravement malade. Donc, les Américains, pour les nommer, étaient accusés, bon, ils le sont toujours d'ailleurs, d'espionnage tous azimuts. Et quand on me mandate, on me dit voilà, Maître Vasmer, on vous connaît de réputation, elle était malheureusement très modeste de réputation, ça faisait 3 ans que j'étais avocat à peine. Est-ce que vous pourriez engager une procédure de séquestre contre l'URSS? Alors, mis à part l'honneur, mais l'immense honneur qu'on me faisait, parce que c'était une affaire très lourde de tout point de vue, sentimentalement, juridiquement, financièrement, parce que vous imaginez un Boeing qui est abattu, les dommages que ça a pu causer tant aux passagers que le coût d'un avion pour séquestrer des biens appartenant à l'Union soviétique. Alors, la loi suisse est très spécifique par rapport à toutes les lois. Elle permet, c'est ce que je relatais déjà à l'époque à tous les journalistes, de séquestrer des biens qui se trouvent à un endroit donné en Suisse. Là, ça a été Genève, ça aurait pu être Zurich, ça aurait pu être Sion, ça aurait pu être Bâle, mais là, le mandat, je l'ai reçu à Genève pour séquestrer. On savait qu'il y avait l'aéroport de Genève et de très nombreux avions de l'aéroflotte s'y posaient tous les jours. On savait que l'URSS, à cette époque, détenait des comptes bancaires auprès de l'UBS. Et on m'a dit, Maître Vasmer, écoutez, qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors on sait que séquestrer un État étranger, c'est pas évident du tout. Parce qu'un État bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité
de juridiction et l'immunité d'exécution. Ce qui veut dire qu'un État souverain peut se soustraire à toute autorité judiciaire parce qu'effectivement c'est un État souverain. C'est la Convention de Vienne qui le prévoit très expressément. Et donc le séquestre était déjà quelque chose de très délicat parce que d'abord l'État pouvait faire valoir sa souveraineté et l'État dans un autre contexte pouvait faire valoir son droit dans le cadre d'une affaire commerciale. Et c'est ce qui s'est passé bien évidemment quand on est allé au tribunal de première instance de Genève ça remonte à pas mal d'âge, ça doit faire 37 ans. Le tribunal de première instance a considéré que l'URSS avait agi dans son exercice de la souveraineté et qu'en conséquence, on ne pouvait pas séquestrer de biens. Alors pour faire un séquestre, il faut déjà qu'il y ait une créance qui soit vraisemblable. Alors la créance, c'est ce que je vous ai dit, je ne m'en souviens plus de montant, mais vous imaginez un avion, la valeur d'un avion, des familles qui demandent des dommages d'intérêt, c'est des montants exorbitants. Donc on avait une créance qui était vraisemblable. On savait qu'à Genève, il y avait des biens qui appartenaient à l'Union soviétique. Par contre, effectivement, les créanciers, on les connaissait, le débiteur le connaissait. Par contre, c'était le problème, c'est de savoir dans quel contexte on pouvait séquestrer cette créance, effectivement, des passagers du Boeing sur. Alors, ce que j'ai fait, on a tenté le séquestre sur la base d'un acte terroriste, parce que comme l'État n'agissait pas dans son exercice de la souveraineté, ni dans le cadre d'une opération commerciale, ces deux cas expressément prévus par la loi n'existaient pas. Alors j'ai plaidé un acte terroriste de l'Union soviétique sur cet avion. Pourquoi ? Parce que selon la Convention de Chicago, déjà à l'époque, et c'est toujours en vigueur, elle prévoit quels sont les signaux que l'aviation d'un pays envahi doit donner à l'avion qui l'envahit. Et en l'état, l'URSS n'a donné aucun signal à ce Boeing. Le mal nommé 007 a envoyé tout de suite un missile, alors qu'on sait qu'en matière d'aviation, quand on doit prévenir quelqu'un qui viole l'espace aérien, l'avion qui défend le pays doit faire des battements d'ailes, doit allumer des phares, doit envoyer des fusées éclairantes, ce qui n'a pas été fait. Tout de suite, ce Sukhoi soviétique, j'allais dire russe, permettez-moi le lapsus, a envoyé un missile. L'avion a perdu l'altitude et s'est crashé quelques minutes plus tard. L'Union soviétique a toujours nié sa responsabilité et plus tard, quand elle l'a reconnu, on a accusé effectivement que ce Boeing était envoyé par les Américains à des fins d'espionnage. Ça n'a jamais été prouvé. Alors le problème, c'est que d'un côté, on prétendait que la souveraineté de l'URSS avait été violée parce que l'avion volait au-dessus de l'Union soviétique. Et comme il volait au-dessus de l'avion soviétique, c'était un avion espion, c'était manifestement de l'espionnage. Et il y a plusieurs thèses totalement contradictoires d'ailleurs qui ont été soulevées par le passé. On a prétendu effectivement tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je ne peux même plus vous rappeler les thèses qui étaient déjà le complotisme existait à l'époque. Donc, malgré une enquête, l'organisation aérienne de l'aviation civile, il y a eu 2 enquêtes, on n'a jamais su, parce que d'abord les soviétiques refusaient de donner les boîtes noires. L'organisation de l'aviation civile les a obtenues quelques années après. On n'a jamais su quels étaient les messages des boîtes noires. On n'a jamais su dans quelles circonstances effectivement le Boeing avait été abattu. La seule chose qu'on a constatée, c'est que c'était un avion soviétique qui avait envoyé un missile et puis qu'effectivement cet avion avait été abattu. Je suis allé au tribunal fédéral pour tenter de démontrer qu'il s'agissait d'un acte terroriste, donc qui sort des 2 actes dont je vous parlais avant, l'acte de souveraineté ou l'acte qui s'appelle des iure imperii ou des iure negocii, que cet acte spécifique est un acte de terroriste, d'abord parce qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, d'autre part effectivement parce que l'Union soviétique avait violé la Convention de Chicago par rapport à l'arraisonnement d'un aéronef. Donc j'ai plaidé ça au tribunal fédéral qui lui-même a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Genève en considérant que l'URSS avait agi dans le cadre de sa souveraineté. Point. Donc ça c'était votre première grosse affaire, mais des séquestres d'avions, vous en avez eu par la suite, vous avez eu beaucoup encore. Alors je dois reconnaître qu'effectivement je m'en suis fait une spécialité, d'abord parce que j'étais l'avocat d'une compagnie aérienne genevoise qui a malheureusement disparu. Alors j'ai eu l'occasion de procéder à des séquestres de nombreux aéronefs, de bateaux et d'avoir d'États étrangers, puisqu'effectivement c'est quelque chose de très difficile, mais si on arrive à démontrer que l'État étranger a une dette
et puis qu'effectivement la dette puisse être payée à Genève ou en Suisse, n'importe où, puisqu'en fait c'est l'article 271 de la loi sur les poursuites qui s'applique. Si un débiteur n'a pas de domicile en Suisse, on peut séquestrer ses biens pour autant que la créance soit reconnue. Peu importe d'ailleurs le lieu où habite ou vit le créancier, ce qui était le cas effectivement des passagers du Boeing sud-coréen. Donc on savait qu'il y avait les biens de l'Union soviétique à Genève. La créance a été rendue vraisemblable par le fait que pour finir, les faits ont été reconnus par l'Union soviétique. Donc la créance a été rendue vraisemblable, les biens on les avait. Donc le seul lien qui manquait, c'était effectivement la cause de l'obligation. Alors comme je vous ai dit, ce n'était pas un acte de souveraineté, du moins c'était pas un acte de souveraineté, ça ne pouvait pas tomber sous ce coup-là, ça ne tombait pas sous le coup d'un acte commercial. Pour moi, la seule thèse qui tenait et qui était réutilisée très souvent dans le cadre de litiges comme ça, notamment avec la Libye ou je ne sais plus quel pays, c'était un acte terroriste. Mais le tribunal fédéral ne l'a pas admis du tout. Pour lui, il y avait ces deux liens, comme je viens de vous en parler, l'acte de souveraineté, l'acte dans le cadre qu'un État agit dans les cadres de ses affaires. Bien, merci pour ce partage d'expérience, Maître Vasmer. C'est un plaisir. Partagé.